Pas ce soir, je dîne avec mon père, de Marion Ruggieri. Chapitre 8. Vendredi soir, 29 ans. Petite, j'aimais faire croire que papa et moi sortions ensemble. Surtout lorsque nous partions en vacances. Je devais avoir 11 ou 12 ans, dans ce restaurant d'hôtel, quand un chanteur dont je ne connaissais tous les morceaux par cœur a fait son entrée. Je me suis redressée d'un coup sur ma chaise, tel un bon petit soldat, pour faire ressortir ma poitrine. Je regardais mon père à la manière d'une épouse, c'est-à-dire tendrement, et ce, bien qu'il m'ait arraché à ma jeunesse, à mes rêves et à ma liberté. Qui osera m'affranchir, semblais-je implorer. Je lui demandais, affable, s'il n'avait besoin de rien, un peu de pain, de vin peut-être, histoire de me lever jusqu'au buffet. Puis j'ai feint d'ignorer le chanteur pendant tout le repas, pensant ainsi le rendre jaloux et l'intriguer. Évidemment, du haut de mes 11 ans, je ne devais pas intriguer grand monde à part mon père, qui, je l'espère, n'a jamais rien remarqué. Le chanteur a quitté sa table avant nous, suivi de sa femme et de son troupeau d'enfants. Il ne m'a pas fait l'aumône d'un regard. De même que sa fille aînée qui devait pourtant avoir mon âge. J'ai bien pensé, à un moment, que mon père pouvait séduire la mère. Après tout, il était beau garçon. Et puis la flemme. Une activité quelconque a dû l'emporter. À l'époque, en public, je ne l'appelais jamais papa. Je laissais le doute faire son œuvre. Je m'habillais comme une grande. Je mixais des jupes pieds de poule piquées à ma mère, mes premiers collants noirs et mes pulls roses à bouloches. Les parents d'une amie, me découvrant ainsi fagotée, avaient dit à leur fille, qui s'était empressée de me le répéter, que je ressemblais à un vilain petit canard. Je ne dirais pas à quoi ressemblait leur fille, qui bavait toute la nuit en suçant son oreiller. Je découvrais le maquillage aussi. L'œil de biche, la bouche redessinée au crayon marron, les fausses taches de rousseur. Ma mère m'avait offert mon premier parfum, l'eau d'Adrien. Nous avions mis 1 heure à trouver au rayon lingerie d'un grand magasin un soutien-gorge rose assez petit pour mes seins. J'avais 13 ans. Les choses ont changé du jour où j'ai eu l'âge de faire une fiancée crédible. Là, j'ai recommencé à l'appeler papa. Pas pour les raisons que l'on croit. L'idée que je puisse former un beau couple avec mon père, surtout si ça énervait sa compagne du moment, qui avait pour mauvaise habitude de bouder dès qu'il m'accordait trop de temps, ne m'embêtait pas. Au contraire, j'étais fière. Mais j'étais crucifiée dès qu'il regardait une autre fille, c'est-à-dire assez souvent, terrorisée à l'idée que l'on puisse penser qu'il me trompait. Aussi, à chaque fois qu'il entreprenait de mater une proie, toujours de son point de départ à son point d'arrivée, avec ce petit regard bête et satisfait que je lui connaissais par cœur, qui se veut lourd de sensualité, plein de promesses et un brin joueur, je criais « Papa !» de sorte que le monde entier comprenne qui j'étais, qu'il n'y ait pas de méprise, que l'on ne me confonde pas avec une de ces pauvres filles humiliées par des gros goujats. Plus encore, je ne voulais pas croiser ce petit air triomphant des filles entre elles, lorsque l'une ravit le regard de l'autre. C'est une chose que les garçons ont beaucoup de mal à entendre. La fille ne jouit pas que du regard de l'homme, elle jouit aussi du coup qu'elle porte à sa femme. Le vol de l'homme, même à la sauvette, est l'expression la plus banale de la concurrence entre femmes. Car les femmes s'estiment, elles passent leur vie à s'estimer. Elle, je n'ai pas tout de suite remarqué. Dans ce restaurant d'hôtel, la danseuse du ventre fait partie du décor. 3 fois par repas, elle entre au soin des tambourins, fait le tour de la fontaine, puis ondule d'une table à l'autre, les yeux papillonnants, en prenant soin de toujours commencer par regarder les femmes. Les attractions d'hôtels ensoleillés ne sont pas là pour foutre la merde dans les foyers, mais pour donner l'impression aux clients que le monde extérieur vient à eux, et qu'ils n'auront pas à affronter le danger de l'inconnu, quand, ivres et repus, rouges comme des écrevisses, l'envie d'écraser leur tombera dessus. C'est pourquoi la danse du ventre est un exercice souvent rodé, redondant et dépassionné. Afin de tenir les problèmes de couple à distance, à la maison, à 3 heures d'avion en l'occurrence. Elle était taillée pour les occidentaux, c'est-à-dire sans ventre. Une danseuse du ventre plate.
Elle portait d'ailleurs le voile comme un jean. Les patrons de l'hôtel avaient sans doute jugé la fille de l'année dernière un peu trop opulente, vulgaire. Ils s'étaient choisi un modèle plus sophistiqué, plus moderne, plus design, comme la nouvelle déco du resto qui ressemblait désormais à un plateau de jeux télé. La tenue, en revanche, était tout ce qu'il y a de plus classique. Léger voile orange, soutien-gorge rouge rehaussé de perles et de broderies variées, tutu irisé façon Esmeralda de Walt Disney. Elle a commencé par le traditionnel tour de fontaine, galvanisé par l'homme au tambourin qui dodelinait de la tête en cadence. Par politesse, la salle luisante de crème après-solaire s'est arrêtée quelques instants de bas frais pour s'y remettre dès qu'elle eut tourné les talons en direction d'une première table. De toutes les manières, chacun aurait le droit à son petit numéro personnalisé. C'est ainsi qu'au beau milieu d'une soupe harira, elle a surgi de nulle part, sa taille à hauteur de nos têtes. Je repensais à cette phrase funeste de mon père qui, bien des années avant, m'avait atterré. Elle a la peau dorée comme du pain d'épices. Elle était fort jolie, jeune, l'air gentil. Elle me regarda d'abord, me sourit, m'invita à me lever. Évidemment, je déclinai. Mal m'en a pris. Histoire de ne pas perdre la main, elle invita mon père, qui se leva tout de suite pour se déhancher comme Elvis Presley et un bras en l'air, l'autre retenu par la main de sa partenaire. J'eus à peine le temps de regarder les autres tables, voir si on nous voyait, qu'elle avait déjà filé. Au deuxième round, il lui glissa un billet dans l'armature du balconnet. Je vois sa main qui lui effleure les seins, et je prie pour que la scène s'arrête là et qu'il n'y ait pas de témoin. De nouveau, je suis inquiète à l'idée que l'on puisse penser que nous sommes un jeune couple en lune de miel. Je regarde la danseuse avec paternalisme, histoire de montrer que la situation ne me gêne nullement. Comme d'habitude, je crie « Papa » un peu plus fort et un peu plus souvent qu'à l'accoutumée, entre deux couinements de violon. Mais je n'ai qu'une hâte, finir mon tagine, me lever de table et monter me coucher. « Tu ne vas pas me laisser seule pour le thé ?» dit-il, prévoyant. « Non, bien sûr. » Au dernier round, à ma grande surprise, c'est à peine s'il réagit au passage de notre ami. Déçue, elle le regarde avec incompréhension, se dandinant sans plus y croire, ses grands yeux tristes de chien battu implorant une ultime caresse. Pour ma part, je continue d'afficher un air complice et benêt, heureuse d'avoir échappé à je ne sais quel trauma et m'offrant le luxe de réconforter la pauvrette. Elle tente une dernière figure, virevolte 3 fois sur elle-même, derviche en petite forme mystique. En vain. Mais alors qu'elle quitte notre table, prête à tuer le soleil comme dans la scène finale du Tigre du Bengale de Fritz Lang, mon père se réveille. Il s'extirpe des coussins d'un bond, notez la souplesse d'exécution, contourne la table, dépasse la danseuse, traverse toute la salle sous les regards interdits des autres clients. S'approche du violoniste, le chef de bande, lui glisse un mot à l'oreille et un billet dans la main. Personne n'en loupe une miette. Le violoniste sourit en coin, fait taire les musiciens, s'engouffre dans la cuisine, revient avec un bout de papier et le donne à mon père, qui retraverse la salle, sourit à sa belle, enjambe la table et retourne s'asseoir sur son coussinet comme si de rien n'était. La musique reprend. Le tambourin fait tourner le pompon de son bonnet. Une ou deux femmes regardent encore mon père l'air intrigué, tandis qu'il plonge sa main dans la pyramide mielleuse et collante de gâteaux marocains. « Bien, il est temps d'aller me coucher, » dis-je. Et en m'éclipsant, je pense avec horreur que non seulement les gens doivent nous prendre pour des amants, mais qu'en plus, avec mon air roucoulant, ils doivent penser que nous partousons. Nous partageons la même chambre. Autrefois, j'étais trop petite pour avoir une chambre à moi. Aujourd'hui, c'est trop cher. Je ne sais pas l'heure qu'il est quand j'entends la carte taper contre la porte. Carte que mon père a pour habitude de glisser dans tous les sens avant de trouver le bon, et que le voyant de la serrure ne passe au vert. Il fait noir dans la chambre. J'ai baissé tous les stores jusqu'à ce que le moteur tourne à vide. Il n'y a pas un ray de lumière. J'ai également pris soin de tirer les rideaux et de superposer les 2 pans du milieu, juste pour l'emmerder. Il n'avait qu'à rentrer plus tôt. Là, j'avais eu le temps de me déshabiller, de me laver les dents, de passer en revue toutes les chaînes de la télé,
de téléphoner 1 minute à Georges pour lui souhaiter bonne nuit, de prendre ma pilule, et il n'était toujours pas remonté du restaurant. Je m'endormis épuisée à 21h, pensant à la honte qui m'attendrait au petit déjeuner, s'il se comportait mal cette nuit, me répétant inlassablement le discours que je ne manquerais pas de le lui tenir. Ça n'est quand même pas les filles qui manquent ici. Cette ville désertée par ses vrais habitants, gâtée jusqu'au trognon, et où l'argent a depuis longtemps remplacé la religion. Il n'est pas obligé de jeter son dévolu sur la seule que nous sommes sûrs de croiser tous les soirs. Sans compter la réaction du directeur de l'hôtel, un vieux monsieur bucolique et bedonnant, avec famille nombreuse et Charles Aznavour pour quasi-parent. Que va-t-il dire s'il apprend que mon père a traversé son restaurant pour avoir le numéro d'une danseuse sans ventre, alors que c'est strictement interdit par le règlement? Quand la porte balaye doucement la moquette, je ne sais pas quelle heure il est. Sa main tâte le mur pour se le guider jusqu'à la salle de bain. J'entends qu'il commence par se laver les mains, bruit de porte-serviette qui cogne contre le carrelage. Puis il se brosse les dents. Robinet, jet d'eau, trop puissant. Gargarisme. La brosse qui tombe dans le verre. Il trifouille dans sa trousse de toilette. Un côté, l'autre. Frottement de plastique. Il a trouvé. La porte s'ouvre à nouveau. Je sens la lumière qui frappe à mes paupières. Big? Il murmure. Je ne bouge pas. Big? Et il murmure toujours, mais en plus, effleure mon genou sous le drap. Rien à faire. Big, je pars retrouver ma petite danseuse chez elle. Ne t'inquiète pas, je reviens, je suis juste venue chercher des capotes. Dors bien. Et il éteint la lumière, referme la porte de la salle de bain. J'ouvre les yeux, le suis du regard en train de partir à pas de loup vers le couloir. La porte caresse la moquette et se referme dans un bruit mat. Le monde à l'envers. Dire qu'en plus il va tout me raconter demain. Le lendemain, ça n'a pas loupé. La douche interminable, le petit déjeuner bavard, l'air réjoui, les considérations sur l'évolution des mœurs du pays. Les tags intégristes au mur, les mères gentilles maquerelles qui prêtent leur seule chambre. Les filles qui savent s'y prendre. Les frères qui le prennent mal, mais sont bien contents de palper un peu d'argent. Et moi, qui suis honorablement connue dans cet établissement et qui viens là depuis que je suis toute petite, avec ma maman.